Dies irae, dies illa, solve et seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler partition, oui le bazar avec les traits et les points, ou plutôt de notation musicale. On trouve les premières traces de notation musicale à Ougarit, dans l'actuelle Syrie, au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Ouais, ça date. Avec la notation musicale d'un hymne en écriture cunéiforme. C'est la plus ancienne partition du monde. Le texte, quasiment complet, est noté sur une tablette en argile, et on peut voir dans la partie inférieure une série de nombres et de termes techniques qui ont été interprétés comme des annotations musicales pour un instrument à 9 cordes. L'œuvre, qu'on a appelée hymne amical, fait partie d'un ensemble de tablettes contenant 36 chansons. On connaît les compositeurs de certains morceaux de cet ensemble, mais le compositeur de l'hymne amical demeure anonyme. On a également retrouvé un fragment d'une pièce de théâtre d'Euripide, Oreste, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. La musique est très présente dans les pièces de théâtre grecques de l'Antiquité. Alors, en vrai, ce papyrus retrouvé à Hermopolis en Égypte a vraisemblablement été écrit seulement 200 ans avant Jésus-Christ. Mais la composition d'Euripide qu'il retranscrit a été écrite, et donc probablement notée de cette façon-là, en moins 408. Les notes sont indiquées par des lettres au-dessus du texte, et on a également quelques indications de durée, par exemple un trait pour indiquer qu'une note dure 2 temps. En Europe, jusqu'au Moyen-Âge, la musique est de tradition orale, et chaque région a ses propres usages. Au IXe siècle, Charlemagne décide d'unifier la pratique musicale liturgique au sein de son immense Saint-Empire romain germanique, et veut que tout le monde fasse pareil. Du coup, il envoie des gus dans tous les monastères de l'Empire pour apprendre les mêmes chansons à tout le monde. Je connais pas de chanson. C'est pas grave, je vais t'en apprendre. Et chaque convoi de propagandiste musical a avec lui un livre qui contient les textes des chants avec au-dessus des notations musicales très rudimentaires. Les neumes. Neume, ça vient de pneuma, le souffle. Mais ça date du 19e siècle comme appellation parce que à l'époque on appelait ça nota ou figurae nota. Ces petits signes sont a priori dérivés des signes de grammaire, comme les accents graves, les accents aigus, les points d'interrogation, servent à indiquer comment on module la voix. Vers le haut, vers le bas. Plusieurs nœuds sont parfois groupés au sein d'une même ligature. Alors, c'est pas très précis. C'est ce qu'on appelle une notation adiastématique, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne précise pas la hauteur des notes, mais juste le dessin de la mélodie. Ils vont seulement servir d'aide-mémoire aux moines qui ont appris les chants. Si t'as pas appris la chanson avant, tu peux pas la déchiffrer juste avec le papier. C'est la naissance de ce qu'on appelle le chant grégorien. Le nom grégorien vient du pape Grégoire, qui a vécu quelques siècles auparavant, et de la légende selon laquelle une colombe divine se serait penchée à son oreille pour lui dicter tous les chants de Dieu. Bon, à l'époque, il y a un seul bouquin par monastère, parce que c'est long à produire, ils font des dessins partout, le papier est très cher et l'encre aussi. À la fin du Xe siècle, on commence à voir apparaître une ligne, pour essayer de servir de repère de hauteur. Mais il faut attendre le XIe siècle pour que le moine Guido d'Arezzo, professeur de musique à l'abbaye de Pomposa puis à la cathédrale d'Arezzo, invente le solfège pour faciliter l'apprentissage musical des enfants. D'enfant. Il révolutionne la notation en proposant une portée à 4 lignes qui apporte beaucoup plus de précision sur les hauteurs de notes. Du coup, on appelle ça, pour ceux qui suivent, une notation diastématique. Et du coup, ça permet de déchiffrer une mélodie même si on l'a jamais entendue avant. Ça reste des hauteurs relatives et l'ambitus est réduit, mais ça suffit largement pour le chant grégorien. C'est aussi à lui qu'on doit l'invention du nom des notes, à partir d'une hymne à Jean-Baptiste. Un hymne. Ut, l'ancien nom de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Oui, il n'y a pas de si. C'est pas utile. Il théorise tout ça dans un traité, Micrologus de Musica. Micrologus pour les intimes. C'est aussi à ce moment-là que la notation devient carrée. Non seulement pour s'adapter aux portées, mais aussi parce qu'en fait, on change de manière de tailler les plumes, et elles font des traits plus épais. Mais des fois, ça tire à pas grand-chose. Alors jusque-là, on a des hauteurs, mais toujours pas de rythme précis. La durée des notes est déterminée par leur place au sein de la ligature. Ça donne un truc comme ça. Une longue devant une longue vaut 3 brèves. Une brève avant ou après une longue enlève un tiers à la valeur de la longue. Lorsque 2 brèves sont entourées par des longues,
la première vaut une unité et la deuxième est doublée. Ouais, c'est un petit peu prise de tête. Mais heureusement, Francon de Cologne arrive à la rescousse au XIIIe siècle et il précise en 1260 dans son traité Ars Cantus Mesurabilis, l'art du chant mesuré, à partir de la forme graphique des notes isolées, d'ordurer de manière individuelle et non plus au sein d'une ligature. C'est la notation franconienne. Ah, il invente aussi un graphisme pour le silence. C'est pratique. Au XIVe siècle, Philippe de Vitry, compositeur à Notre-Dame, et Jean de Murs apportent une évolution dans la manière de noter le rythme. En 1320, le traité Ars Nova Musicae, la musique de l'Ars Nouveau, qui s'oppose à l'Ars Antiqua, qui était donc le siècle d'avant. Il théorise entre autres les signes de mesure, de prolation comme on disait à l'époque. Ça s'organise sous forme de modes. Le mode majeur, qui déterminait si la maxime devait être exécutée à 2 ou 3 temps. Le mode mineur, qui indiquait cela pour la longue. Le temps était la désignation pour la mesure de la brève, respectivement le rapport de division brève ou semi-brève, et la prolation pour la mesure de la semi-brève, respectivement le rapport de division semi-brève minime. Ces proportions sont destinées à imiter celles de l'univers, donc se rapprocher de la perfection. Toutes ces précisions sont devenues vitales parce que la polyphonie se complexifie au sein de l'école Notre-Dame, et il faut synchroniser les différentes voix avec de plus en plus de précision. À la fin du XIVe siècle, c'est l'ars subtilior. On voit apparaître des partitions dont l'aspect visuel est aussi important que l'aspect auditif, comme le fameux rondeau de Baud-Cordier. C'est mignon. Bon, c'est quand même une belle galère pour savoir dans quel sens le lire. Dans le même temps, une façon d'écrire la musique bien connue des guitaristes d'aujourd'hui se développe, la tablature. C'est spécifique à la musique instrumentale, c'est un système qui permet de noter la musique en fonction des caractéristiques d'un instrument précis. C'est une sorte de schéma qui représente, dans le cas du luth par exemple, les cordes d'un instrument avec l'emplacement des doigts. Il n'y a pas de notes de musique. Ce sont principalement des transcriptions d'œuvres vocales, parce que c'était la seule musique qu'on écrivait, de toute façon, à destination d'instruments polyphoniques. On a déjà parlé du luth, mais il y a aussi l'orgue. Ça permet de jouer la musique tout seul et de ne pas avoir besoin de plusieurs chanteurs, ce qui permet de la diffuser plus facilement. Les premières tablatures qu'on a retrouvées sont pour orgue et datent du XIVe siècle. Le Robert's Bridge Fragments, le fragment de Robert's Bridge. Les tablatures seront très utilisées jusqu'au XVIIe siècle, puis progressivement abandonnées, puisqu'on commence à écrire des notes, y compris pour les instruments. À la moitié du XVe siècle, le papier s'affine. Du coup, pour ne pas le trouver, ça coûte cher. On ne remplit plus les notes. Ça permet aussi de faire des économies d'encre. C'est la même façon d'écrire, mais en blanc. Du coup, on appelle ça la notation blanche. C'est original. Elle sera en vigueur jusqu'à la fin du XVIe siècle. Grâce au progrès de l'imprimerie musicale, qui apparaît officiellement en 1500 à Venise grâce à l'éditeur Petrucci, les notes s'arrondissent peu à peu et la graphie change, ce qui va dériver vers la notation qu'on connaît tous aujourd'hui. À partir du XVIIe siècle, il y aura très peu de changements de graphie jusqu'à notre époque. Si ce n'est qu'au fil du temps, on voit apparaître des précisions sur les nuances, ou sur les dynamiques, ou le caractère. Souvent en italien, mais ça peut également être dans la langue du compositeur. Alors on a Rousseau, au XVIIIe siècle, qui essaye d'inventer un système de notation musicale inspiré du système grec antique, qui remplace les notes par des chiffres représentant les intervalles, intervaux, qu'il juge plus clairs. Mais il se heurte rapidement aux objections des musiciens de l'époque, comme Rameau entre autres, qui lui disent t'es bien gentil, mais ton truc en fait c'est illisible, c'est indéchiffrable, et surtout pour les instruments polyphoniques, qui jouent plusieurs notes à la fois, comme le clavecin par exemple. Du coup, le système révolutionnaire de Rousseau est très vite abandonné. Mais je crois qu'il a été réutilisé en Chine par la suite. Nul n'est prophète en son pays. Faut préciser que Rousseau s'est rêvé en compositeur, mais l'histoire n'a pas particulièrement retenu son nom dans ce domaine. Au XXe siècle, ça part un petit peu en vrille, c'est-à-dire qu'avec toutes les évolutions de l'informatique, l'enregistrement, les recherches sur l'acoustique, les compositeurs sont obligés de repousser les limites du système, et ça donne des résultats très graphiques. Ça fait un peu peur quand même. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, et puis je vous souhaite une bonne journée.